J'ai découvert que ma sœur était tombée enceinte de mon mari et que nos parents l'avaient cachée. Alors, j'ai divorcé et coupé les ponts avec ma famille toxique. Mais des années plus tard, ils ont appelé pour me demander d'adopter mes neveux parce que leur mère était en phase terminale. Je m'appelle Teresa et jusqu'à il y a 2 mois, je pensais avoir une vie plutôt belle. J'ai 31 ans. Je suis mariée à mon mari Marc depuis 5 ans et nous avons passé les 3 dernières années à économiser pour notre propre maison. L'appartement que nous louons n'est pas immense, mais il est assez confortable et nous avons réussi à mettre de côté une bonne somme d'argent sur notre compte joint, presque assez pour l'acompte d'une petite maison dans l'une des banlieues. C'était le rêve. Quoi qu'il en soit, je travaille comme manager chez Jensen Corporation, l'une de ces grandes entreprises, avec des immeubles de bureaux en verre et trop de réunions. Le salaire est décent et mon équipe me respecte. Marc travaille dans l'informatique pour une banque locale. Nos horaires coïncident assez bien et nous nous sommes installés dans une routine confortable. Chaque samedi, sans faute, nous allons dîner chez mes parents. Maman cuisine toujours trop. Papa raconte toujours les mêmes histoires sur ses années dans le bâtiment et ma sœur cadette Amber est toujours là. Amber a 28 ans, travaille dans une boutique du centre-ville et est célibataire depuis aussi longtemps que je me souvienne. Du moins, c'est ce que je pensais. J'ai toujours cru qu'Amber et moi étions proches. Nous partagions nos vêtements en grandissant, nous nous racontions des secrets, et même maintenant, à l'âge adulte, je pensais que nous ne nous cachions rien. Parfois, elle appelait Marc pour l'aider avec des choses dans son appartement, réparer un robinet qui fuit, monter des meubles, ce genre de choses. Je n'y ai jamais réfléchi à 2 fois. Pourquoi l'aurais-je fait? C'est ma sœur et c'est mon mari. Je leur faisais entièrement confiance. Ce samedi-là, il y a 2 mois, semblait être comme tous les autres. Maman a fait son fameux ragoût. Papa s'est plaint des voisins et Amber nous a parlé d'un client difficile à la boutique. Oh, au fait, dit Amber, alors que nous débarrassions la table. Je déteste demander, mais la serrure de ma porte d'entrée a un problème. Marc, tu penses que tu pourrais passer demain pour y jeter un œil? Marc m'a regardé. Nous avions prévu d'aller à ce marché fermier que je voulais visiter depuis des semaines. Bien sûr, je peux aider, dit-il, avant que je puisse lui rappeler nos plans. C'est si gentil de ta part, sourit Amber en lui touchant légèrement le bras. Je t'en suis vraiment reconnaissante. J'ai ravalé ma déception. Nous devions aller à ce marché fermier demain, lui ai-je rappelé. Oh, je suis désolée, dit Amber, bien que quelque chose dans son ton ne corresponde pas tout à fait à ses paroles. Je ne veux pas gâcher vos plans. Non, ce n'est rien, ai-je dit, car c'est ce qu'on fait pour la famille, n'est-ce pas? Le marché sera encore là, le week-end prochain. Tu es la meilleure sœurette, dit Amber, en me faisant un câlin rapide. Le lendemain matin, Marc est parti tôt pour aider Amber. Il m'a envoyé un message vers midi disant que la serrure était plus compliquée que prévu et que cela pourrait prendre un certain temps. J'ai passé la journée à nettoyer l'appartement et à rattraper un peu de travail. Il n'est rentré que vers l'heure du dîner, prétextant qu'ils avaient dû aller acheter des pièces de rechange et ensuite prendre un morceau pour déjeuner, car la réparation avait pris si longtemps. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention sur le moment. C'est dire à quel point je leur faisais confiance à tous les deux. Cependant, dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à remarquer des changements chez Marc. Il était constamment sur son téléphone, envoyant des messages à quelqu'un avec un petit sourire aux lèvres. Quand j'entrais dans la pièce, il posait rapidement son téléphone ou changeait d'application. Il a commencé à travailler tard plus souvent. Nos conversations sont devenues plus courtes, plus distraites. Est-ce que tout va bien? Lui ai-je demandé un soir, alors que nous nous préparions à dormir. Tu sembles préoccupé ces derniers temps. Juste des trucs de boulot, dit-il, sans me regarder dans les yeux. Nous avons une grosse migration de système à venir. Ça stresse tout le monde. Les semaines ont passé et la distance entre nous s'est creusée.
Nous continuions à aller chez mes parents tous les samedis, mais même ces dîners semblaient différents. Amber et Mark semblaient échanger des petits regards complices, parfois des blagues que je ne comprenais pas. Une fois, j'ai surpris ma mère en train de les regarder avec une expression étrange sur le visage, pas de la surprise ou de l'inquiétude, mais quelque chose d'autre que je ne pouvais pas tout à fait identifier. À l'approche de Noël, je me suis plongée dans les préparatifs, espérant que l'esprit des fêtes comblerait le fossé qui s'était creusé dans mon mariage. Marc et moi avons choisi les cadeaux pour tout le monde ensemble, et j'ai passé des heures à les emballer parfaitement. J'ai même trouvé cette montre vintage pour Marc, qu'il convoitait depuis des mois, espérant qu'elle lui rappellerait des jours meilleurs. Le jour de Noël est arrivé frais et lumineux, avec une fine couche de neige. La maison de mes parents était décorée de lumière et de guirlandes, et l'odeur de pain et de cannelle remplissait chaque pièce. Des parents que je n'avais pas vus depuis des mois circulaient avec du lait de poule et du vin, prenant des nouvelles et échangeant des cadeaux. Marc et moi sommes arrivés ensemble, mais il s'est presque immédiatement éloigné de moi pour aider mon père à installer le nouveau système de son qu'on lui avait offert. J'ai trouvé Amber dans la cuisine, en train de disposer des biscuits sur un plateau. Joyeux Noël, ai-je dit, en lui tendant le petit paquet parfaitement emballé, contenant le bracelet en argent que j'avais choisi pour elle. Oh, merci, s'exclama-t-elle, en me faisant un câlin serré qui semblait en quelque sorte jouer. J'ai quelque chose pour toi aussi, mais j'ai aussi une surprise pour tout le monde plus tard. Elle semblait presque euphorique, les yeux brillants d'excitation. Quel genre de surprise ai-je demandé? Tu verras, dit-elle avec un sourire secret. Je pense que ça va tout changer. Tout le monde s'est rassemblé autour de la table de la salle à manger pour le dîner de Noël. La maison de mes parents était chaleureuse et festive, mais quelque chose dans l'air me mettait mal à l'aise. Amber n'arrêtait pas de regarder Marc avec ce petit sourire étrange, et il semblait nerveux, ajustant constamment le col de sa chemise et évitant mon regard. Après que maman a servi son traditionnel jambon et tous les accompagnements, nous nous sommes mis à manger. La conversation coulait autour de moi, mais je me sentais déconnectée de tout, comme si je regardais le film des vacances familiales de quelqu'un d'autre. J'aimerais faire une annonce, dit Amber soudainement en tapant sur son verre avec une cuillère. La pièce est devenue silencieuse, alors que tout le monde se tournait vers elle. J'ai une nouvelle excitante à partager avec vous tous aujourd'hui. Elle se leva pratiquement radieuse et posa une main sur son ventre. Ma première pensée fut si innocente. Peut-être qu'elle avait enfin rencontré quelqu'un. Mais j'ai alors remarqué que mes parents ne semblaient pas du tout surpris. Ils souriaient, comme s'ils savaient déjà ce qu'elle allait dire. « Je suis enceinte !» annonça Amber. La pièce a éclaté en applaudissements et en félicitations. Les parents se sont précipités pour l'embrasser, posant des questions sur la date d'accouchement et les couleurs de la chambre du bébé. Je suis restée figée, mon esprit s'emballait. Amber ne sortait avec personne à ma connaissance. Comment pouvait-elle être enceinte? C'est une nouvelle merveilleuse, ma chérie, dit ma mère. Mais il y avait quelque chose de répété là-dedans. Qui est le père? Demanda mon cousin Jake, la question que tout le monde se posait. Les yeux d'Amber croisèrent les miens de l'autre côté de la pièce. Eh bien, c'est la deuxième partie de mon annonce, dit-elle, sa voix s'adoucissant. Le père, c'est Marc. Le monde s'est arrêté. J'ai entendu les mots, mais ils n'avaient aucun sens. Mon mari, le père du bébé de ma sœur. Je me suis tournée vers lui, espérant qu'il rirait, qu'il dirait que c'était une mauvaise blague, mais il est resté là, fixant son assiette. Marc, ai-je réussi à dire finalement ma voix, à peine un murmure. Il m'a regardé, puis son visage un masque de culpabilité. C'est juste arrivé, Teresa. Je ne l'ai pas planifié, mais je dois assumer mes responsabilités. C'est juste arrivé, ai-je répété ma voix s'élevant. Des choses comme ça n'arrivent pas juste comme ça, Marc. Je regardais autour de la table. Tout le monde nous regardait comme si nous étions une sorte de téléfilm dramatique de Noël. Mes parents n'avaient promis pas l'air surpris du tout. Ils savaient.
Il l'avait su depuis le début. Vous êtes tous dans le coup? Ai-je demandé, me levant si vite que ma chaise est tombée en arrière. Ma sœur et mon mari vont avoir un bébé ensemble, et vous le saviez tous. Teresa, s'il te plaît, calme-toi, dit ma mère sèchement. Ne fais pas de scène. Ne pas faire de scène. Ai-je ri un son horrible qui ne semblait pas venir de moi. Mon mari a mis ma sœur enceinte, et je ne suis pas censée faire de scène. Tu exagères, dit Amber. Ces choses-là arrivent. Nous ne l'avons pas planifié. Ces choses-là arrivent, ai-je répété incrédule. Non, Amber. Les sœurs ne couchent pas avec les maris de leurs sœurs. Ça n'arrive pas juste comme ça. Ne parle pas comme ça à ta sœur, dit mon père sévèrement. Elle va être mère. Tu devrais te réjouir pour elle. Je n'en croyais pas mes oreilles. Me réjouir pour elle. Vous êtes sérieux, là? Elle a couché avec mon mari, Teresa, dit ma mère sur ce ton qu'elle utilisait quand j'étais enfant et que je l'avais embarrassée en public. Ta sœur nous donne un petit enfant. C'est une bénédiction. J'ai regardé ma mère, puis mon père, puis Amber, et enfin Marc. Aucun d'entre eux ne semblait comprendre l'ampleur de leur trahison. C'était comme si j'étais entrée dans un univers parallèle, où la loyauté ne signifiait rien. Vous êtes tous des traîtres, ai-je dit, attrapant mon manteau et mon sac. Chacun d'entre vous. Ne sois pas si dramatique, me cria Amber, alors que je me dirigeais vers la porte. Tu exagères complètement. J'ai claqué la porte derrière moi et je me suis assise dans ma voiture, les larmes coulant sur mon visage. Mon téléphone indiquait qu'il n'était que 15h30, le jour de Noël, le jour qui avait détruit ma vie. Je suis rentrée à notre appartement, celui de Marc, et moi, jusqu'à il y a quelques heures. Une fois là-bas, j'ai agi en pilote automatique, sortant des valises et y jetant mes vêtements, mes articles de toilette, tout ce que je pouvais penser être à moi. Je ne voulais pas être là quand Marc rentrerait à la maison. J'ai appelé ma meilleure amie Rachel en priant pour qu'elle réponde le jour de Noël. « Teresa, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, remarquant immédiatement la détresse dans ma voix. « Marc m'a trompée avec Amber. » ai-je sangloté. « Elle est enceinte. Est-ce que je peux rester chez toi quelques jours ? Je ne peux pas être ici quand il reviendra. » « Mon Dieu !» haleta Rachel. « Bien sûr que tu peux rester. Viens tout de suite. » Je l'ai remerciée en larmes, soulagée d'avoir au moins une personne en qui je pouvais encore avoir confiance. Rachel m'a accueillie à bras ouverts, avec un verre de vin bien nécessaire. Je lui ai tout raconté, alors que nous étions assises dans son salon confortable des films de Noël, passant en fond sonore, sans que personne ne les regarde. « Tu as besoin d'une avocate ?» a-t-elle dit après avoir entendu toute l'histoire. « J'en connais une qui est spécialisée en droit de la famille. Je l'appellerai juste après Noël. »« Merci. » ai-je murmuré, épuisée par les larmes. « Je n'arrive pas à croire que cela arrive. »« Rappelle-toi juste, rien de tout cela n'est de ta faute, » dit Rachel fermement. « C'est eux qui t'ont trahi, pas l'inverse. » Cette nuit-là, allongée dans la chambre d'amis de Rachel, les yeux fixés au plafond, je me demandais comment ma vie avait pu s'effondrer si complètement en une seule journée. Les personnes en qui j'avais le plus confiance me mentaient en face depuis des mois. L'avenir que j'avais prévu s'était envolé. Les jours après Noël passèrent comme dans un brouillard. Je suis restée dans la chambre d'amis de Rachel, mangeant à peine, consultant mon téléphone constamment malgré moi. Pas un seul appel ou message de Marc, de ma sœur ou de mes parents. C'était comme s'ils m'avaient effacé de la famille, tout ça, parce que je ne voulais pas sourire et accepter leur trahison. Fidèle à sa parole. Rachel m'a mise en contact avec son amie Diane, une avocate en divorce pragmatique, qui a accepté de me rencontrer le lendemain du Nouvel An. Son bureau était minimaliste et pratique, tout comme son approche. « Donc, votre mari a mis votre sœur enceinte, » dit Diane en parcourant mes notes. « Cela en fait certainement un cas clair d'infidélité. »« Qu'est-ce que je fais maintenant ?» ai-je demandé.
Nous déposons immédiatement la demande de divorce, dit-elle. Vous avez mentionné un compte d'épargne joint pour un acompte immobilier. J'ai hoché la tête. Nous économisons depuis 3 ans presque 75 000 $. Accéder à ce compte aujourd'hui et transférer la moitié sur un nouveau compte à votre seul nom, a-t-elle conseillé. Ce sont des biens communs et vous avez droit à la moitié. Mais ces situations peuvent vite devenir compliquées. J'ai fait ce qu'elle a suggéré, puis j'ai demandé à Diane de rédiger les papiers du divorce. J'ai choisi de les faire livrer à notre appartement par coursier, plutôt que d'affronter Marc moi-même. Je ne pouvais pas supporter de le voir, sachant qu'il avait couché avec ma sœur pendant que nous planifions notre avenir ensemble. Une semaine plus tard, Diane a appelé pour dire que Marc avait reçu les papiers et accepté les conditions, sans combat, sans opposition. Une partie de moi était soulagée, mais une autre partie se sentait encore plus trahie, comme si notre mariage avait si peu compté pour lui qu'il pouvait s'en débarrasser sans se battre. La procédure de divorce a progressé avec une rapidité surprenante. Chaque fois que je devais assister à une réunion, Amber était là, tenant la main de Marc, sa grossesse commençant à se voir. Elle me souriait avec cet air suffisant et exaspérant, tandis que Marc pouvait à peine me regarder dans les yeux. J'ai refusé de leur donner la satisfaction de me voir contrariée, gardant un silence glacial à chaque instant. Début mars, tout était finalisé. Nos économies communes furent partagées équitablement. Le bail de l'appartement fut mis au nom de Marc, et je n'étais officiellement plus Teresa Wilson, mais de nouveau Teresa Cardanis, reprenant mon nom de jeune fille. Rachel a insisté pour que nous sortions célébrer ce qu'elle a appelé mon jour de l'indépendance. Nous sommes allés dans un bon restaurant du centre-ville, avons commandé du vin cher et avons porté un toast à de nouveaux départs. À la liberté, dit Rachel en levant son verre. À ne pas commettre la même erreur 2 fois, ai-je répondu. Cette nuit-là, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas rester dans cette ville entourée de souvenirs et du risque constant de tomber sur Mark Amber ou mes parents. Le lendemain matin, j'ai demandé une réunion avec mon patron chez Jensen Corporation. J'ai besoin d'un nouveau départ, lui ai-je dit. Y a-t-il une possibilité de transfert dans une autre succursale? Il sembla surpris, mais compréhensif. En fait, notre bureau de Seattle cherche quelqu'un avec votre expérience. Est-ce que ce serait trop loin, Seattle, à près de 1000 miles d'ici, parfait? Pas du tout, ai-je dit. Je serais intéressé. Les choses ont bougé rapidement après ça. Le bureau de Seattle m'a interviewé par appel vidéo et en 2 semaines, j'avais une lettre d'offre. Le poste venait avec une petite promotion et une augmentation de salaire. Pour la première fois depuis Noël, je me sentais pleine d'espoir. J'étais en train de faire mes cartons chez Rachel quand mon téléphone a sonné avec le numéro de ma mère. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Teresa, c'est maman », dit-elle quand j'ai décroché sa voix à la fois sévère et conciliante. « Je viens d'apprendre par Caroline que tu déménages. Bien sûr, les nouvelles voyageaient vite dans le cercle d'amis de mes parents. »« C'est exact, » ai-je répondu froidement. « Et tu n'allais pas nous le dire ? Nous sommes ta famille, Teresa. » J'ai failli rire de son audace. « Vraiment ? Vous n'avez pas agi comme une famille quand vous avez pris le parti d'Amber et de Marc après qu'ils m'aient trahi. »« Tu es puérile ?» a-t-elle grondé. « Ces choses-là arrivent. La famille, ça veut dire s'accepter les uns les autres pour le meilleur et pour le pire. »« Non, maman. La famille, ça veut dire ne pas coucher avec le mari de sa sœur. » Elle a soupiré de façon dramatique. « Eh bien, peu importe ce que tu ressens, tu dois savoir que ta sœur se marie dans 2 mois. Elle veut que tu sois sa demoiselle d'honneur. » Cette fois, j'ai ri. Un son aigu et amer. « Tu ne peux pas être sérieuse. » « Bien sûr que je suis sérieuse. Cela signifierait beaucoup pour elle. Tu dois t'élever au-dessus de cette mesquinerie, Teresa. Sois la personne mature. » À ce moment-là, j'ai réalisé que ma mère ne verrait jamais la situation de mon point de vue.
Dans son esprit, j'étais celle qui n'était pas raisonnable. Je n'irai à aucun mariage, ai-je dit fermement. Et je ne veux plus jamais avoir de nouvelles de l'un d'entre vous. Puis j'ai bloqué son numéro, ainsi que ceux de mon père et d'Amber. C'était comme couper un membre gangrené, douloureux, mais nécessaire pour survivre. Une semaine plus tard, je quittais en voiture la ville qui avait été mon foyer toute ma vie, ma voiture remplie des quelques biens que j'avais conservés. Rachel m'avait organisé une petite fête d'adieu la veille, et son étreinte larmoyante était la seule chose que je regrettais vraiment de laisser derrière moi. Seattle m'a accueilli avec sa fameuse pluie et une chaleur surprenante. Mon nouvel appartement était petit, mais entièrement à moi, avec une vue sur la Space Needle depuis une fenêtre. L'équipe du bureau m'a emmené déjeuner le premier jour, et je me suis surprise à sourire sincèrement pour la première fois depuis des mois. Je me suis jetée dans le travail avec une ferveur qui m'a même surprise. Sans dîner de famille, sans mari, ni encore d'amis locaux, j'avais des heures interminables à consacrer à des projets et à apprendre les ficelles de mon nouveau poste. Mon patron l'a remarqué, et 6 mois plus tard, j'ai été de nouveau promue. De temps en temps, des parents éloignés appelaient avec des nouvelles que je n'avais jamais demandées. Amber avait donné naissance à un garçon. Mes parents jouaient les grands-parents. Mark et Amber avaient loué une maison non loin de mes parents. Chaque fois, j'écoutais poliment, puis je changeais de sujet. Ces personnes me semblaient être des personnages d'une histoire que j'avais lue il y a longtemps, pas des personnes réelles qui avaient autrefois été le centre de mon monde. Je suis sortie avec des hommes de manière occasionnelle, mais j'ai gardé tout le monde à distance. La trahison m'avait rendue méfiante à l'idée de laisser quelqu'un s'approcher de trop près. À la place, je me suis concentrée sur la construction de ma carrière et sur la création lente d'une vie dont j'étais fière. 2 ans après mon déménagement à Seattle, j'avais économisé assez pour l'acompte de mon propre appartement en copropriété. Pas de compte joint, personne, pour trahir ma confiance, juste mon nom sur l'hypothèque. Le jour où j'ai reçu mes clés, je me suis tenue dans le salon vide et j'ai pleuré. Non pas de tristesse, mais de fierté. J'avais reconstruit ma vie à partir de rien. 7 ans après mon divorce, la vie était meilleure que je n'aurais jamais pu l'imaginer. À 38 ans, j'avais été promue directrice régionale de notre succursale de Seattle. Je dirigeais une équipe de 30 personnes et je venais de finir de rénover mon appartement exactement comme je le voulais. J'avais un cercle d'amis restreint mais loyal, un compte d'épargne sain et la liberté de voyager quand je le voulais. Je n'avais pas parlé à ma famille pendant toutes ces années. Par l'intermédiaire de parents éloignés et de vieux amis de ma ville natale, j'avais entendu des bribes d'informations. Amber avait eu un deuxième enfant, un autre garçon, 1 an après le premier. Mark travaillait dans une start-up technologique. Mes parents étaient très impliqués auprès de leurs petits-enfants. Puis, les appels ont commencé. Au début, j'ai ignoré le numéro inconnu qui n'arrêtait pas d'apparaître sur mon téléphone. Après le 4e appel en 2 jours, la curiosité l'a emporté et j'ai répondu. « Allô ?» ai-je dit prudemment. « Teresa, c'est toi ?» La voix de ma mère, plus vieille mais reconnaissable, est parvenue à travers la ligne. « S'il te plaît, ne raccroche pas. Nous devons parler. C'est à propos de ta sœur. » J'ai failli raccrocher sur le champ, mais quelque chose dans son ton m'a fait m'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Elle est malade, Teresa, très malade, en phase terminale. Sa voix s'est brisée. Les médecins disent qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. La nouvelle m'a frappée comme un coup physique. Malgré tout, Amber était toujours ma sœur, et l'idée qu'elle puisse mourir jeune m'a choquée. « Qu'est-ce qu'elle a ?» ai-je demandé. « Un cancer », a répondu ma mère vaguement. « C'est avancé. Mark l'a quitté après le diagnostic. Il n'a pas supporté le lâche. Ton père et moi nous occupons des enfants maintenant. Un sentiment de malaise m'a envahi. Pourquoi m'appelez-vous maintenant, après toutes ces années ? » Ma mère a hésité. « Nous avons besoin de ton aide, Teresa. Ton père et moi vieillissons. Nous espérions que tu envisagerais peut-être d'adopter tes neveux. »
J'étais sans voix. Après 7 ans de silence, c'était la raison pour laquelle il me contactait. Vous voulez que j'adopte les enfants de ma sœur, les enfants qu'elle a eus avec mon ex-mari, ai-je réussi à dire finalement? Je savais que tu réagirais de cette façon, soupira ma mère. Tu as toujours été si rancunière, Teresa, si vengeresse. Ces mots m'ont blessée. Malgré tout, je ne suis pas vengeresse. Je suis réaliste. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je bouleverse ma vie pour élever les enfants de ma sœur avec mon ex-mari. Eh bien, dit ma mère après une pause, si tu ne les adoptes pas, le moins que tu puisses faire serait de fournir un soutien financier. Nous avons du mal, Teresa. Les factures médicales de ta sœur, les besoins des enfants. Si tu pouvais envoyer 1 500 $ chaque mois, ça ferait une grande différence. Et voilà la vraie raison de l'appel. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit prudemment. Je te rappellerai. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé ma tante Linda, la sœur de mon père, qui avait toujours été gentille avec moi. Tante Linda, est-ce qu'Amber est vraiment en phase terminale? Ai-je demandé sans détour. Teresa. Oh, quel plaisir d'entendre ta voix, dit-elle chaleureusement. À propos d'Amber, eh bien, elle et Mark ont bien divorcé, et on ne l'a pas beaucoup vue ces derniers temps. Ta mère a dit à tout le monde qu'Amber était très malade, mais je ne l'ai pas vue. Ce n'était pas exactement une confirmation. Je l'ai remercié, et j'ai passé un appel que je n'aurais jamais pensé refaire à Mark. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Teresa, c'est vraiment toi. C'est moi, ai-je confirmé. J'ai besoin de te demander quelque chose d'important. Est-ce qu'Amber est en phase terminale? En phase terminale. Il semblait sincèrement confus. Non pas que je sache. Nous avons divorcé parce qu'elle refusait de trouver un travail. Elle dépensait tout notre argent et elle a commencé à boire beaucoup. Son problème de santé, c'est l'alcoolisme, pas le cancer. J'ai fermé les yeux, la colère et le soulagement se mêlant étrangement dans ma poitrine. Ma mère vient d'appeler en disant qu'Amber était en train de mourir, que tu l'avais quitté à cause de son diagnostic et qu'ils avaient là besoin d'argent pour ses frais médicaux et les enfants. Mark est resté silencieux un moment. C'est complètement faux. Tes parents l'aident financièrement parce qu'elle ne veut pas travailler. Mais il n'y a aucune maladie en phase terminale. Merci de m'avoir dit la vérité, ai-je dit, me préparant à raccrocher. Teresa attendit Mark rapidement. J'ai très souvent pensé à toi. J'ai fait la plus grande erreur de ma vie. Peut-être qu'on pourrait réessayer maintenant que... Non, l'ai-je interrompu riant malgré moi. Ça n'arrivera jamais, Marc. Au revoir. Je suis resté là assimilant cette nouvelle information, mes soupçons confirmés. Ma famille essayait de me manipuler pour de l'argent en utilisant une fausse maladie terminale comme excuse. Il était temps de les affronter en personne. J'ai pris un jour de congé, réservé un vol et loué une voiture à l'aéroport. J'ai sonné à la porte, le cœur battant à tout rompre. Ma mère a ouvert la porte. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Teresa, haleta-t-elle, puis cria par-dessus son épaule. John. Teresa est là. L'avertissement était évident. Bonjour, maman, ai-je dit calmement en entrant sans y être invitée. Où est Amber? Elle se repose à l'étage. Elle a de bons et de mauvais jours, balbutia ma mère. Je me suis dirigée vers les escaliers, ignorant le salut maladroit de mon père. La porte de l'ancienne chambre d'Amber était fermée. J'ai frappé une fois et je suis entrée. La chambre empestait l'alcool. Amber était allongée sur le lit pâle, mais certainement pas aux portes de la mort. Quand elle m'a vue, elle s'est rapidement couverte avec les draps et a pris une voix faible. « Teresa, tu es venue. Je suis si contente que tu ailles nous aider. » Je l'ai regardée fixement, la sœur que j'avais autrefois aimée maintenant, une étrangère qui m'avait trahi de la pire des manières et qui essayait encore de m'utiliser. Je me suis retournée et je suis descendue où 2 petits garçons jouaient avec des Legos. Mes neveux, réalisai-je avec un sursaut, ils avaient tous les yeux de Marc. J'ai décidé d'adopter les enfants, ai-je annoncé à voix haute.
Ma mère et mon père ont échangé des regards alarmés. Eh bien, c'est très généreux de ta part, commença mon père. Mais peut-être qu'il serait préférable que tu nous envoies simplement de l'argent. Non, j'ai décidé que je commencerai à les adopter dès demain. Il faut agir vite. Teresa, ne nous précipitons pas pour l'adoption, dit maman rapidement. Avant que je puisse répondre, Amber a dévalé les escaliers toute prétention de maladie ayant disparu. Tu ne prendras pas mes enfants, cria-t-elle, le visage rouge de colère et d'alcool. J'ai ri, le son résonnant dans la maison soudainement silencieuse. Et voilà notre patiente en phase terminale, qui fait une guérison miraculeuse. Je me suis retournée pour faire face à ma famille, ces personnes qui avaient autrefois été mon monde entier. Vous devriez avoir honte. Mentir sur une maladie en phase terminale pour m'extorquer de l'argent? C'est bas même pour vous. Tu es riche maintenant, dit ma mère sur la défensive. Tu pourrais facilement nous aider. Une famille s'entraide. Non, ai-je dit fermement. Une famille ne trahit pas sa famille. Une famille ne ment pas, ne manipule pas, et n'essaie pas d'utiliser des enfants comme des pions. Vous avez fait vos choix il y a 7 ans, et j'ai fait les miens. Je m'en tiens aux miens. J'ai regardé mes neveux une dernière fois, ressentant un pincement au cœur pour ces enfants innocents piégés dans cet environnement toxique. Puis je suis sortie par la porte. Alors que je m'éloignais en voiture, mon téléphone a vibré avec des messages de ma mère et d'Amber. Mais je les ai supprimés sans les lire. Certains ponts ne peuvent être reconstruits et certaines personnes ne méritent pas de seconde chance.